Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire. Le Burkina Faso a lancé la construction de la centrale solaire de Nagréongo d'une capacité de 30 MW. Cette centrale qui devrait comporter 70 000 panneaux solaires sera mise en service en 12 mois. En Afrique du Sud, l'abandon du charbon au profit des sources renouvelables d'énergie menace les emplois de 120 000 personnes dans les mines et les centrales électriques. On en parle également dans cette édition. Et puis au Sénégal, les travaux de première phase du train express régional sont achevés à plus de 97%, un taux annoncé par la Direction générale de la Société nationale du train express régional après un examen de l'état du chantier. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Burkina Faso a procédé au lancement de la construction de la centrale solaire de Nagréongo d'une capacité de 30 MW. Cette centrale, qui devrait comporter 70 000 panneaux solaires, sera mise en service en 12 mois par le français Green Yellow en partenariat avec l'entreprise locale Africa Energy Corporation. Sa production sera ensuite cédée au réseau électrique national de la Sonabel dans le cadre d'un contrat de rachat d'électricité conclu sur une durée de 25 ans. C'est un investissement de 17 milliards de francs CFA réalisé par Green Yellow avec son partenaire local et l'appui des bailleurs de fonds. En Afrique du Sud, l'abandon du charbon au profit de ressources renouvelables d'énergie menace les emplois de 120 000 personnes dans les mines et les centrales électriques. Il s'agit des chiffres du cabinet Trade and Industrial Policy Strategies qui appelle les autorités du pays à une transition juste au risque de l'accroissement des inégalités. Voici les détails. 120 000 emplois dans les mines et les centrales électriques en Afrique du Sud sont menacés par la transition du secteur énergétique vers le renouvelable. Il s'agit d'une alerte du cabinet de consultation Trade and Industrial Policy Strategy qui affirme que l'abandon du charbon au profit de sources renouvelables d'énergie pourrait mettre en danger l'activité économique de 4 municipalités qui abritent au total 2,3 millions de personnes. D'après le cabinet, ces municipalités sont trop dépendantes des activités de la chaîne de valeur du charbon et la suspension de cette dernière laissera un vide important. Il s'agit là d'une préoccupation clé pour l'Afrique du Sud en raison de son niveau élevé de chômage, d'inégalité et de pauvreté. L'Afrique du Sud produit plus de 90% de son électricité grâce au charbon. Certaines des centrales utilisées par le pays fonctionnent depuis plusieurs décennies, mais depuis quelques mois pèse une forte pression pour qu'elles soient remplacées par des centrales d'énergie renouvelable afin de réduire les émissions du pays. En raison de l'impact que cette transition pourrait avoir sur les travailleurs, de nombreuses voix s'élèvent pour mettre en exergue la nécessité d'une transition énergétique juste qui offre des opportunités économiques aux communautés affectées par l'abandon du charbon. Restons dans le même registre pour dire que l'Afrique du Sud aura besoin d'un financement climatique de 11 milliards de dollars pour accompagner la transition du charbon au renouvelable et réduire son impact sur les communautés dépendantes des mines et de l'utilisation des combustibles fossiles. C'est ce qu'a indiqué l'Université du Cap dans un rapport qui estime que cette transaction financière climatique de 11 milliards de dollars devrait permettre la sortie du charbon tout en maintenant la solvabilité d'Eskom, la société sud-africaine d'électricité. Le dit rapport indique que les fonds iront également en appui aux communautés et travailleurs qui seront affectés par cet abandon du charbon. Il faut dire qu'Eskom dépend presque entièrement du charbon pour la production de l'énergie consommée par le pays. De l'Afrique du Sud, rendons-nous au Sénégal où les travaux de la première phase du train express régional sont achevés à plus de 97%, un taux annoncé par la Direction générale de la Société nationale du train express régional après un examen de l'état du chantier dont la mise en service est prévue d'ici 2021. La phase 1 du train express régional au Sénégal a connu une progression significative.
En termes de réalisation, la Direction générale de la Société nationale en charge de l'infrastructure estime à 97% le taux de réalisation actuel. À ce jour, les 2 voies ferrées aller-retour Dakar-Diam-Niadio sont terminées. D'une capacité de transport de 115 000 voyageurs par jour, le train express régional doit jouer un rôle crucial dans la décongestion de Dakar, une ville en expansion d'environ 3 millions d'habitants. La capitale abrite 25% de la population totale du pays et 50% de sa population urbaine. La première phase du projet est financée par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement, le Trésor français et l'État du Sénégal pour un montant total d'environ 1 milliard d'euros. Projet phare du gouvernement du président Macky Sall, cette première section de 36 km relie le centre de Dakar à la ville nouvelle de Diam-Niadio. Selon le gouvernement sénégalais, sa mise en service pourrait intervenir d'ici 2021. Un second tronçon de 18 km devrait relier la ville de Diam-Niadio à l'aéroport international Blaise Diagne. À la fin du premier semestre 2020, la dette publique du Togo s'élevait à environ 2 407 milliards de francs CFA, selon les récentes statistiques de l'administration togolaise. On en parle dans un instant. Casimir Pédia, merci de nous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Togo. Le pays a pu générer près de 2 407 milliards de francs CFA. Dites-nous comment le Togo a-t-il pu gérer sa dette publique au premier semestre, je dirais, 2020. Merci Crépi. Il faut dire que malgré la conjoncture, malgré la situation laissée donc par le coronavirus, le pays donc a consolidé ses efforts sur le marché domestique et aussi sur le marché international en maintenant donc sa performance en dessous donc des 70%, 68% au 30 juin 2020, vous le disiez tantôt, avec un stock total de 2 407 milliards de francs CFA et libellé en devise locale, c'est-à-dire en CFA. Le Togo a ainsi réalisé une performance de 1674 milliards donc, de francs CFA, c'est-à-dire la dette intérieure tourne autour donc, de 1674 milliards de francs CFA. Ceci représente 70% donc, du ratio, enfin du total de la dette, contre 733 milliards de francs CFA pour la dette libellée en devise donc, étrangère, soit environ 30% donc, du total de la dette. Ceci témoigne véritablement de l'envie du pays d'aller vers le développement, malgré donc, la situation très peu confortable laissée par la pandémie du coronavirus. Le Togo a pu quand même réussir, vaille que vaille, le premier semestre en réalisant donc cette performance. Est-ce qu'on peut noter donc des données statistiques au niveau de ce pays-là? En tout cas, beaucoup d'efforts ont été réalisés depuis donc, le dernier trimestre de l'année 2019 jusqu'au 30 juin donc, de l'année 2020. Le Togo a performé en ce qui concerne donc, sa dette. Il faut le dire, nous étions déjà autour de 80%, soit 10% de plus en termes donc, de convergence au 30 décembre 2016, lorsqu'on remonte un peu plus loin, pour dire que le Togo avait déjà crevé le plafond en termes donc de sa dette, et aujourd'hui le pays se retrouve en deçà donc de la norme communautaire qui est de 70%. C'est un grand effort que le pays est en train de réaliser par ce temps, non seulement à l'interne, mais aussi à l'international. Alors, dites-nous comment le pays s'est-il comporté sur le marché domestique? Alors, sur le marché domestique, on a remarqué donc un pays qui a été beaucoup plus prudent en ce qui concerne donc la mobilisation de la cagnotte nécessaire pour le financement des projets structurants. Ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup plus au niveau donc des bons sociaux en ce qui concerne donc l'appui de la communauté à la pandémie de coronavirus, que le Togo s'est beaucoup mobilisé sur le marché domestique. 3 fois, soit en avril, en juin et aussi en novembre, le pays a été donc chercher la cagnotte nécessaire donc pour financer les entreprises, mais aussi pour financer donc les actions allant dans le sens de la résolution de la pandémie. Au-delà de ça, on a aussi vu le pays sur le marché domestique pour mobiliser quelques donc, milliards pour véritablement venir à bout de son budget qui est déficitaire pour la 10e année consécutive, il faut le préciser. Donc voilà un peu ce qu'on peut noter donc, en termes d'intervention
rétention sur le marché domestique en termes donc de mobilisation des recettes à l'interne sur le marché de l'UEMOA. Peut-on dire que le pays présente aujourd'hui des risques de surendettement? Bien sûr, Crépi, il faut le dire, même si le Togo a affiché de très belles intentions en ce qui concerne donc le rabais donc de sa dette en allant donc en deçà donc des 70%, selon le Fonds monétaire international et surtout la mission de la Banque mondiale, le Togo risque d'atteindre encore les 11%, c'est-à-dire dépasser la lisière des 110% d'ici le 31 décembre 2020. Et donc, le risque de surendettement, il est là, même si c'est un risque modéré. Il faut aussi noter que le Togo a quand même mis en œuvre certaines politiques, certaines bonnes volontés de la sous-région en reprofilant donc sa dette intérieure, en se faisant donc accompagner sur le marché international en achetant donc autour de 68 milliards de francs CFA, ce qui lui a permis de rechelonner donc sa dette. Mais qu'on ne veuille ou non, le risque de surendettement, il est là et continue donc de hanter les caisses de ce pays-là. Il va falloir véritablement que les autorités y travaillent pour maintenir donc le critère de convergence afin que le pays ne puisse pas tomber sous le coup donc du surendettement excessif d'ici à là. Alors, surendettement ou pas, à quoi finalement a servi tout ce stock de dette publique? Pour tenir donc le pays en haleine économiquement parlant, mais surtout pour donc réaliser les infrastructures socio-économiques et surtout les routes en termes donc de développement. Aujourd'hui, le Togo, c'est quand même une référence, même si le surendettement, il est là, même si le pays s'est beaucoup endetté, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été donc consentis au niveau des secteurs névralgiques de l'économie, les transports, je l'ai dit, mais aussi au niveau des infrastructures sociaux de base, telles que l'eau, telles que les écoles. Le Togo a véritablement performé ces 5 voire ces 10 dernières années et donc s'endetter pour s'enrichir, oui, le Togo a pris l'option, même si le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les autres partenaires sont toujours derrière ce pays pour que véritablement on ne puisse pas assister à un pays qui a des problèmes en termes donc de surendettement sur le marché international et sur le marché domestique. Merci Kazmi Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie que j'ai fait du plaisir à vous présenter. À très bientôt sur Sika.